Nous sommes à l'hôpital Sendoué de Lubumbashi, un des plus importants centres de soins de la capitale provinciale. Il a été construit en 1961. Durant 54 ans, il a vu défiler des millions de patients, mais il a aussi subi les dommages de l'usure du temps. Aujourd'hui, la réhabilitation de cet hôpital fait partie des chantiers prioritaires du gouvernement provincial du Katanga. Le gouverneur en personne est donc descendu sur place pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Comme nous avons fait pour la salle d'opération, on va faire la même chose ici. Alors ça a été complètement réhabilité avec le budget donc de la province. Oui, on est en train de réhabiliter avec le budget de la province. Et combien de temps de travaux ici déjà 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Et le planning global est de 18 mois. C'est l'illustration de la méthode Katumbi, un caractère pragmatique, une culture du résultat et une propension à faire des descentes intempestives sur le terrain et des vérifications impromptues des différents chantiers des travaux publics initiés par le gouvernement provincial. Lubumbashi, deuxième ville du pays et le chef-lieu de la province du Katanga, en République démocratique du Congo. Le Katanga, c'est le poumon économique de la RDC, une province de 500 000 km². Elle est peuplée d'un peu plus de 9 millions d'habitants. Elle possède 34% des réserves mondiales de cobalt et 10% des réserves mondiales de cuivre. C'est donc une région minière par excellence qui a commencé son essor économique au début du XXe siècle, à l'époque de la colonisation belge, avec l'Union minière créée en 1906 et qui survivra jusqu'après l'indépendance obtenue en 1960. Mais très vite, le jeune État indépendant a fait valoir sa souveraineté sur son sous-sol riche. L'Union minière deviendra donc Gécomine et ensuite Gécamine en 1972 lors de la nationalisation des outils économiques de la nation congolaise par le président Mobutu. Et ici, tout le monde se souvient de la Gécamine, une compagnie qui a donné ses heures de gloire au Katanga et au pays tout entier. Dans la province, toute l'économie tournait autour de l'activité de la Gécamine. Elle employait alors 32 000 salariés et pratiquait une politique paternaliste qui a laissé des traces dans la mentalité des Katangais. Ensuite, le déclin a commencé au début des années 90. Les problèmes politiques du régime Mobutu ont isolé le pays et fait fuir les investisseurs. La baisse du prix des matières premières a eu son impact, tout comme l'effondrement partiel de la mine de Kamoto, un accident qui a fortement fait chuter la production locale de cuivre. Mais il ne faut pas oublier aussi les erreurs de gestion de la compagnie, imputables au pouvoir public. Gécamine est une entreprise publique, une entreprise qui appartient à l'État. Et l'État avait une autre conception de la gestion de la Gécamine. Alors c'est ainsi qu'on a fait que la Gécamine contribue énormément au budget de l'État et par moment, pour ne pas dire souvent, il y avait des appels de fonds qui étaient faits. Cela aussi a mis en difficulté la Gécamine. Toutes ces ponctions, cette contribution au budget de l'État ont fait que la Gécamine n'a pas pu renouveler son outil de production. Alors les machines ont vieilli, les usines ont vieilli. Alors c'est ce qui a fait que la Gécamine a dégringolé. À l'époque du Zaïre, jusqu'à l'avènement de la RDC, la Gécamine à elle seule était la plus grande entreprise minière qui produisait le cuivre, le cobalt et tous les sous-produits et qui contribuait au budget national en termes de devises à plus de 80%. La voie par laquelle il a été possible de relancer le secteur minier, ça a été ce partenariat public-privé. Ça a permis d'obtenir facilement l'investissement et les fonds nécessaires pour relancer le secteur. Aujourd'hui, je pense que ces partenariats sont bons. Il faut qu'on les conserve. On peut améliorer la gestion interne de ces partenariats, mais ils sont bons. Mais la Gécamine a une autre possibilité de redevenir aussi un opérateur autonome puissant, parce que la Gécamine a encore des périmètres
sur lesquels elle peut faire ses recherches et relancer la production indépendamment des partenaires. Donc ça dit qu'il y a eu des étapes. D'abord, Dieudonné Tshisanga est docteur en droit, ancien juriste, et il fut durant 23 ans directeur juridique de la Gécamine. Il a vu passer 6 PDG de cette compagnie mythique et a pris part, en tant que conseiller, à tous les contentieux, procès et élaboration de contrats de la Gécamine, ce qui fait de lui une véritable mémoire vivante de l'histoire de la Gécamine. Dans ces partenariats, la Gécamine s'était octroyé 45% parce que c'est bien elle qui a porté les gisements, bien que certains pensaient que les gisements ne valaient pas grand-chose, mais nous pensons que sans gisement, on ne pouvait pas mettre en place ces partenariats. Et les autres avaient pris 55%. Bon, finalement, les choses ont changé. Les autorités politiques qui venaient d'arriver, les nouvelles, et ont estimé que les choses devaient changer. Alors c'est ainsi qu'on a inversé les choses, où la Gécamine a été minorisée dans beaucoup de partenariats. Et ce n'était pas des gaietés de cœur. La Gécamine s'est battue, mais bon, le propriétaire en avait décidé autrement. L'occasion aussi de demander au professeur Tshisanga son témoignage sur l'histoire des relations entre Moïse Katumbi, sa famille et la Gécamine. Que consistait justement en soi le service, le deal, si on peut dire, entre la Gécamine et le grand frère de l'actuel gouverneur? Oui, Katebe Katoto avait une poissonnerie. Katebe Katoto, c'était un homme très organisé. Et Katebe Katoto faisait la fierté de la classe moyenne congolaise à Lubumbashi. Katebe, lui, a émergé du lot. Il a mis en place une structure et qui a fait que la Gécamine l'a retenu comme fournisseur. Donc, il livrait du poisson à la Gécamine. La Gécamine, c'était une machine rigoureuse et tout ne se faisait pas au hasard. D'ailleurs, en tant qu'entreprise publique, certains marchés nécessitaient l'implication de l'autorité de tutelle. Donc, tout était fait de sorte que des arrangements illégaux n'étaient pas possible. Je ne pense pas que le contrat de KTB soit un contrat léonin, soit un contrat fantaisiste. Je crois que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Ceux qui développent cette théorie, je crois qu'ils jettent gratuitement un discrédit sur la Gécamine, sur les différents PDG qui sont passés là. Nous avons connu des grands managers. Ce sont des gens qui ne jouaient pas avec le feu. Quand on parle avec les Katangais, vous ne laissez personne indifférent. Ou on vous aime, on vous adule, ou on vous déteste. Vous le savez, il y a des gens qui vous critiquent. Notamment dans les critiques, et cette question, je vous la pose, parce que vous êtes certainement au courant de ça aussi, on dit Katumbi a fait des choses pour le Katanga, mais le problème, c'est qu'il a fait aussi son propre business. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Merci beaucoup. Vous savez, j'apprécie ça, c'est ça même la démocratie. C'est la démocratie, c'est une jeune démocratie. Avant que Katumbi soit gouverneur, Katumbi était un grand opérateur économique. Katumbi est resté dans sa maison, je ne suis pas allé dans la maison du gouvernorat, donc j'étais dans mes affaires. J'avais mes sociétés et MCK, c'est depuis 1997, j'ai commencé mes affaires très jeunes. Vous pouvez demander aux anciens banquiers de la Belgolaise, aujourd'hui qui sont à la BCDC, aucun jour je donnais un chèque sans provision. J'étais dans le transport, j'ai créé une société de transport quand j'étais en exil en Afrique du Sud. Et quand Katumbi est devenu gouverneur, le bon Dieu n'a pas augmenté la teneur en cuivre de minerais du sous-sol katangais ou le cobalt. J'ai trouvé ce que le minerai, j'ai trouvé la terre katangaise telle qu'elle était, avec la même richesse. Katumbi
a essayé seulement de transformer ces richesses. Bon, il y a des gens aussi qui ont échoué, qui n'ont pas pu transformer ces richesses-là, il faut le comprendre, et c'est tout à fait normal, la critique, elle est normale, mais moi, ma conscience est tranquille. La conscience tranquille est même sans doute une fibre nationaliste. Voilà ce qui ressort du témoignage d'un épisode inédit. Vers la fin des années 90, Moïse Katumbi, bien qu'ayant lui-même un contentieux financier avec la Gécamine, il vivait alors en exil. Il aurait pourtant aidé la Compagnie nationale minière dans un procès qui l'opposait à un homme d'affaires grec. Celui-ci ayant fait saisir en Zambie des conteneurs de cuivre appartenant à la Gécamine pour une valeur globale de 32 millions de dollars. Moïse nous a mis en contact avec le ministre à la présidence de la République zambienne, et puis finalement, il nous a introduit à la présidence. Bon, comme vous savez, dans les pays anglophones, ils respectent beaucoup les juges, ils respectent beaucoup l'indépendance de la magistrature. Donc à la présidence, on nous a dit que c'est à nous de nous battre, ils vont nous suivre. Alors Moïse s'est investi dans cette affaire. Alors c'est là, ça m'a d'abord étonné et ça m'a surpris. Et il nous a beaucoup aidé dans le contact. Bon, nous avons utilisé les moyens juridiques. Il nous a désigné des bons avocats zambiens. Et finalement, nous avons réussi. Et puis Kinshasa aussi, qui suivait ces affaires, a dépêché un ministre qui est présentement un député à Kinshasa, qui est venu au moment où on récupérait déjà les containers. Bon, le ministre a pris ça à son compte. Avec la remontée des cours des métaux à partir des années 2003-2005, grâce notamment à la demande asiatique et chinoise en particulier, le Katanga a connu une nouvelle vague d'investissement de la part des multinationales occidentales et de certains conglomérats industriels chinois ou indiens. Les autorités katangaises en ont profité pour mettre en place une stratégie de relance socio-économique de la province axée sur plusieurs secteurs. En 2007, le gouvernement provincial est arrivé aux affaires. Il y avait une dégradation totale de plusieurs secteurs, notamment les secteurs des infrastructures. Au niveau de la stratégie, on a estimé qu'il fallait peut-être attaquer le taureau, comme on dit, à travers trois approches. Une approche qui consistait à gérer les infrastructures routières, une approche qui consistait à gérer les infrastructures sanitaires et une dernière approche qui consistait à gérer les infrastructures scolaires. Retour à l'hôpital Sendoué, structure sanitaire qui comportera à terme 165 lits. Les travaux avancent à grands pas pour réhabiliter le 4e étage de l'hôpital. Ils partent de la réfection des soins intensifs au 4e étage. Ça, c'est pour compléter les premières steps de travaux qui s'étaient réalisés l'année passée avec les nouvelles salles d'opération. Et après ça, on va faire la réhabilitation de toutes les chambres de l'hôpital. L'idée, c'est ça, comme nous avons expliqué, de faire des chambres plus à mesure des patients. C'est-à-dire des chambres au maximum à 3 lits, où il peut être un peu plus confortable la présence ici à l'hôpital. Il y aura aussi des chambres à 1 lit, 2 lits avec sa propre toilette, pour une partie un peu plus réservée. Il y aura aussi la rénovation de l'RAX, rez-de-chaussée. C'est-à-dire que nous allons à la fin d'avoir un hôpital totalement réhabilité. La rénovation se fait donc par étapes et n'empêche pas d'autres services de l'hôpital d'être fonctionnels pendant la durée des travaux. Et on peut aussi amener sentiment de fierté d'abord, de fierté d'être un national congolais et de pouvoir montrer que on peut, avec la volonté politique, on peut arriver à faire des choses qui sont correctes, standardisées, aux normes internationales. Donc un sentiment de fierté, un sentiment
de gratitude aussi envers ceux qui ont permis à ce que ceci puisse être fait, mais aussi un sentiment d'autosatisfaction. Pourquoi autosatisfaction? Parce que nous avons travaillé longtemps dans des conditions qui étaient vraiment déplorables. Déplorables. On travaillait, vous vous rendez compte, vous travaillez en train de transpirer sur tout votre corps et même vos grosses gouttes de transpiration tombent sur le champ opératoire, source de contamination et avec un éclairage parfois inexistant. Nous travaillons à la lampe torche, si vous pouvez comprendre. Dans cet hôpital, il y a encore quelques mois, nous travaillons dans des conditions qui étaient scabreuses. Mais aujourd'hui, on travaille dans des conditions qui sont optimales. Donc un sentiment d'autosatisfaction et de bien-être de pouvoir travailler dans ces conditions. À côté de Sendoué, il y a d'autres infrastructures, à Kolwezi avec l'hôpital Mwangeji, à Likasi avec l'hôpital Dako, à Kalemi avec l'hôpital général de référence, à Kamina, etc. Donc on a fait une espèce de cartographie au niveau de ceux qui existaient pour pouvoir lui redonner un coup de jeunesse. D'un côté, les réhabilitations, de l'autre, les nouvelles constructions. Comme ici, l'hôpital Caravia ou hôpital du Cinquantenaire. Un centre de soins moderne, implanté au cœur d'un quartier populaire de Lubumbashi. Il a la particularité d'avoir un corps médical composé de médecins congolais locaux et d'autres issus de la diaspora, venus apporter leur pierre à l'œuvre de reconstruction du pays. Ce que je fais ici, en fait, je le fais parce que j'ai aussi un cœur. Je le fais aussi parce que j'aime aider les gens. Alors ça, c'est une certification d'abord personnelle. La deuxième chose, je vois que c'est utile. C'est utile, pas seulement à la province, même à tout le pays. Et puis la troisième chose, c'est que pratiquement on peut aussi former les gens par rapport à certaines choses. Donc avec ces trois choses, bon, je ne regrette rien. Vous savez, l'hôpital du Cinquantenaire, c'est un hôpital de référence. Qui dit hôpital de référence, donc les cas peuvent commencer par ici, les parturitions commencent ici. Ça se complique, il nous faut une césarienne, on le fait ici. Nous faisons des césariennes. Aussi, on nous transfère des cas, étant un hôpital de référence. Ce sont des cas qui peuvent évoluer ailleurs, des femmes qu'on a fait travailler ailleurs. On voit que l'accouchement est impossible par voie basse, il faut une césarienne. On nous les amène, on les prend en charge. Donc après la salle de travail, quand la femme est en dilatation complète, on l'amène dans la salle d'accouchement, là où on dirige l'accouchement, on reçoit le nouveau-né. Répéter la formation et je dis bien chaque jour. Vous faites des efforts pour garder le bâtiment propre et utile. Le social, ce sont les hôpitaux, mais aussi les écoles. Un enjeu de taille dans une province qui doit scolariser près de 3 millions d'enfants en âge scolaire. Voici le complexe Kiwele. La bâtisse fut construite en 1950. Malheureusement, elle fut laissée à l'abandon durant de longues années, ce qui l'avait mise dans un état de délabrement très prononcé, comme on le voit sur ces images. Le complexe Kiwele, une structure qui accueille 8000 élèves répartis en 11 écoles, dont 6 secondaires et 5 primaires. Aujourd'hui, le changement est notable, au plus grand bonheur des usagers, professeurs comme élèves, sont unanimes. Non, les travaux ont été presque faits, de faute en comble. On a commencé par la toiture, on a commencé par les égouts, parce que c'est un problème d'égout. L'eau maintenant, dans les salles de classe, nous avons de l'eau. Le latrine public des enfants ont été replacés. Et même le WC, par exemple, les toilettes pour le personnel. Tout à l'heure, à mon bureau, vous allez trouver, j'ai ma toilette privée du préfet. Il y a une toilette de mon adjoint et des professeurs. Vraiment, tout a été fait de manière à donner un peu un goût aux visiteurs qui viendront, qu'ils savent apprécier la qualité du travail abattu par le gouvernement provincial. Je suis très heureuse de voir ça. Merci beaucoup. Le complexe scolaire Kiwele accueille aussi une piscine olympique flambant neuve. Un joyau moderne qui ouvre de belles perspectives pour l'organisation de compétitions internationales à Lubumbashi. La dimension de cette piscine olympique, elle est de 50 mètres de longueur, 25 mètres de largeur. La profondeur, elle est de 2 mètres uniforme, same level partout.
et le volume est à 2500 mètres cubes d'eau. Donc c'est une piscine réglementaire pour le Jeux olympiques des natations, telle qu'est réglementée par la Fédération internationale de natation FINA. Et la dimension des couloirs, c'est 1,5 mètre par couloir. Donc nous en avions 10 au total comme sous d'autres cieux. Au niveau des infrastructures routières, on a estimé qu'il fallait gérer d'une part les voiries urbaines au niveau de Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, Kalemi et Kamina, dans les principales villes de la province du Katanga. Et à côté de la voirie urbaine, essayer de gérer tout ce qui était route nationale, route provinciale et route de desserte agricole. Et donc on a mis le paquet sur ces trois axes. Parmi les réalisations routières récentes du Katanga, on peut distinguer le pont Kabila sur le fleuve Lualaba, un ouvrage en béton de 110 mètres de long et 9 mètres de large. Il a 2 voies de circulation, il peut supporter 100 tonnes. La construction de cette infrastructure a pris 3 ans pour un budget global de 36 millions de dollars. Ce pont a été inauguré en 2013. Principalement connu pour ses richesses minières, le Katanga veut aujourd'hui passer du cuivre rouge au cuivre vert, c'est-à-dire promouvoir l'agriculture, et en particulier la filière de production et transformation du maïs, l'aliment de base de la population locale. Actuellement, la province produit 600 000 tonnes de maïs par an, une quantité insuffisante au regard des besoins qui culminent à 1 500 000 tonnes. D'où une dépendance du Katanga vis-à-vis du maïs importé de la Zambie. Le gouvernement provincial a donc incité les compagnies minières à investir dans l'agriculture. Le groupe minier Somika a donc investi dans une ferme de 5000 hectares dénommée Terra. Elle produit actuellement 40 000 tonnes de maïs par an. De plus, elle a construit une usine de transformation, African Milling, la plus grande minoterie d'Afrique centrale. À terme, cette usine devrait produire 336 tonnes de farine par jour. Africa Milling a été inaugurée en mars 2015. Et nous, on la voit vraiment comme un grand moteur du développement agricole de la province. Une telle unité de production du maïs, produisant de la farine de très grande qualité, mais tout à fait comparable à ce qu'on peut avoir de l'étranger, va enfin permettre un développement de toutes les grosses fermes et de toutes les petites fermes environnantes. Et enfin, on va changer le paysage par lequel ce que vous voyez autour de vous à droite et à gauche va devenir des fermes de maïs, des fermes d'autres cultures. Et donc on se voit comme étant l'élément moteur, un noyau moteur pour toutes les cultures environnantes. On a dimensionné l'usine pour pouvoir accompagner le développement pendant les années qui vont venir. Donc on ne s'est pas dit qu'on allait faire une petite usine qui devait être agrandie dans 1 an, dans 2 ans. On a fait une usine qui peut capter à peu près 120 000 tonnes de production de maïs par an. Et donc ça veut dire que 120 000 tonnes, on a notre propre ferme qui se trouve ici à Lubanda, à peu près à 100 km. Il y a d'autres très grosses unités qui vont approvisionner. Mais même en ayant la totalité de la production actuellement provenant de la province, on aura encore des besoins additionnels. Donc ça va pousser les environs à produire et à fournir et à obtenir la farine.
remarque, au jour d'aujourd'hui, nous tournons avec une seule équipe. Oui. Hein. Donc nous avons à peu près 120 personnes employées plein temps avec une seule équipe. Nous avons prévu d'employer 340 personnes ici sur le site avec les 3 équipes travaillant donc 8 heures par shift, donc 24 heures sur 24. Ça, ce n'est que pour l'usine ici. Hein. Après, nous avons la ferme dans laquelle nous avons à peu près 500 personnes. Aujourd'hui, avec les 2000 hectares, les 1600 hectares, nous aurons à peu près pas loin de 600 à 800 personnes quand on sera à la taille des 10 000 hectares. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Un sentiment de joie parce que la minoterie produit la farine locale. Donc nous allons commencer à consommer local. Telle est la vision de notre ministre de l'Industrie. Nous allons commencer à consommer local. Et ça permet aussi à nous, Congolais, de travailler, d'obtenir des boulots de chez nous ici au Congo et de produire la farine, commencer aussi à exporter la farine à l'extérieur. Nous sommes en fait ici sur le toit de l'usine Africa Milling, une usine donc de transformation des grains de maïs qui le transforme en maïs, justement en farine de maïs, qui est la principale source de la denrée alimentaire ici au Katanga. Et cette usine, c'est une usine ultra moderne qui a des dimensions extraordinaires, des dimensions énormes, puisqu'il s'agit de la plus grande minoterie de l'Afrique centrale qui a été construite ici au Katanga, de la volonté politique justement des autorités de pouvoir parvenir à l'autosuffisance alimentaire de la province du Katanga, parce que jusqu'à présent, on était obligé d'importer énormément de tonnes de maïs des pays voisins, la Zambie, le Kenya ou ailleurs. Et alors petit à petit, le Katanga, qui comme vous voyez ici, a d'énormes terres vierges et arables, va commencer à faire une grande production de maïs qui sera transformée dans cette usine. Et cette usine, c'est vraiment un bijou technologique qui a été réalisé justement grâce à du financement venant notamment de la Banque mondiale, de la Société financière internationale et de la volonté justement des autorités provinciales et nationales de construire un environnement favorable en termes de fiscalité et d'énergie pour procurer l'énergie à cette usine afin qu'elle tourne et qu'elle puisse déverser tout son maïs dans la province et peut-être même au-delà commencer à exporter le maïs congolais. Moi je ne suis pas un bureaucrate, je suis un homme d'action. Donc je n'aime pas surtout les démagogues. Je voulais arriver jusqu'à la fin. Là aujourd'hui je peux dire félicitations au groupe. Parce qu'à l'époque, bon, c'était le béton, c'était les devis, c'était difficile. Et maintenant, vous venez d'investir, on n'a plus besoin d'aller chercher la farine en Zambie. Je suis comme Thomas dans la Bible. Donc je vis aujourd'hui que le projet, maintenant on peut produire la farine. Parce qu'avant, je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait produire ici. Au niveau de votre projet, peut-être c'était la farine pour le mouton, ou c'était la farine pour le porc. Maintenant, aujourd'hui, je vais acheter aussi un sac de farine pour moi. Et je vous souhaite bonne chance. Et c'est aussi encourager la production agricole dans notre province.